Bonsoir à toutes et tous, bienvenue à l'occasion de cette première table ronde online du cycle Dessine-moi 2050. Donc, c'est un cycle de débats prospectifs organisé par le Cercle Vulnérabilité et Société pour penser et anticiper l'accompagnement des personnes vulnérables dans un monde qui se trouve être en pleine mutation. Ce soir, cette table ronde inaugurale porte sur un sujet encore très peu exploré, qui est celui de la combinaison, de l'articulation entre les deux transitions majeures auxquelles notre pays, et il n'est pas le seul évidemment, doit faire face maintenant et dans les années à venir, avec d'un côté, du fait du vieillissement de la population, un volume de besoins, d'attente, de services qui va très fortement augmenter dans les prochaines années en matière d'accompagnement des personnes âgées et fragiles, et de l'autre, des enjeux et des contraintes climatiques et énergétiques absolument inédites qui invitent, pour ne pas dire qui obligent le monde entier à une forme de sobriété. Pour en parler avec nous ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Laure de la Bretèche, qui est directrice déléguée des politiques sociales de la Caisse des dépôts, mais aussi présidente d'Arpavi, qui est un gestionnaire associatif d'établissements médico-sociaux. Nous accueillons également Mario Baston, directeur général d'Eneal, qui est la foncière médico-sociale du groupe Action Logement. Jean-Christophe Combe, directeur général de la Croix-Rouge française, et je dois le dire aussi, auteur d'un ouvrage qui va paraître dans 2 jours exactement, le 25 novembre, et qui s'intitule « L'humanité ne se négocie pas ». Et c'est à paraître aux éditions de l'Aube, donc normalement dans les bonnes librairies dans 2 jours. Et un ouvrage qui, si j'ai bien compris, consiste en un appel vigoureux à l'engagement et à l'action pour préparer la société aux défis imminents, notamment les crises environnementales, sociales et migratoires. Nous avons également le plaisir de recevoir David Djaïs, qui est normalien, énarque, enseignant et essayiste, et dont le dernier ouvrage s'intitule « Le nouveau modèle français ». Il est publié chez Alary Éditions. Et comme celui-là est déjà sorti, il est dans les librairies, je suis en mesure de vous le montrer. Voilà, c'est un essai qui explique comment notre modèle actuel de société s'est forgé depuis la dernière guerre, pourquoi est-ce qu'il est dépassé et comment il est urgent de laisser advenir un autre modèle français, pas forcément importé. Et enfin, nous accueillons Nicolas Mérigot, qui est directeur général pour la France du groupe Corian, premier gestionnaire d'établissements sanitaires et médico-sociaux. Merci sincèrement à tous les 5 d'avoir accepté notre invitation à ce débat, parce que ce n'est pas un sujet facile. Il est d'ailleurs rarement, si ce n'est jamais, traité. Merci également à Thierry Calva, qui est sociologue et cofondateur du Cercle Vulnérabilité et Société, et qui va animer avec moi cette séquence qui nous amènera jusqu'à 19h30. Alors, en guise d'introduction, Thierry va nous donner ou nous rappeler quelques chiffres relatifs à la transition démographique. Et puis, nous vous proposerons d'écouter par vidéo Mathieu Ozano, qui est le directeur du Shift Project, qui est le think tank de référence en matière de transition énergétique. Mon cher Thierry, c'est à toi. Merci, bonjour à tous. Alors, je vais essayer de livrer des choses que la plupart d'entre vous, en tout cas sur le plateau, connaissent, peut-être les participants connaissent moins, qui sont quelques éléments touchant à la transition démographique et qui principalement sont tirés d'une revue de l'INED qui est Population, qui a été éditée en février 2021. Ça s'articule en fait autour de 3 constats. Le premier, c'est que la France connaît et va connaître naturellement une accélération volumétrique des populations les plus âgées. Ce n'est pas un effet de nouveauté. Ce qui est intéressant, c'est de voir en fait les masses. Entre 2020 et 2050, donc entre aujourd'hui et 2050, on devrait assister à un accroissement de 40% des plus de 65 ans, c'est-à-dire 2,5 fois plus qu'en 1950, 100% des plus de 75 ans, c'est-à-dire 8 fois plus qu'en 1950, et 240% des plus de 85 ans, c'est-à-dire 14 fois plus qu'en 1950, avec notamment près de 4 millions de personnes qui devraient en 2050 avoir plus de 85 ans. Touchant plus spécifiquement à la question de la perte d'autonomie, il y a des prévisions récentes de l'INSEE qui datent de juillet 2019 et qui évaluent
le nombre de personnes de plus de 60 ans en perte d'autonomie à 4 millions contre 1,8 aujourd'hui. Et c'est des données qui sont venues enrichir finalement les données qui faisaient jusque-là foi de l'adresse et qui estimaient le nombre de personnes dépendantes de plus de 60 ans à environ 2,2 millions, 2,3 millions à un horizon de 2050. Donc on a finalement, sous l'impulsion des prévisions de l'INSEE, complètement changé d'échelle. Le deuxième constat, c'est que les populations les plus âgées vont venir peser de plus en plus fortement sur la population française en termes d'influence, puisque en termes d'effectifs, les plus de 65 ans vont représenter environ 30% de la population contre 21% aujourd'hui, et les plus de 85 ans, plus de 7% contre 3,5% aujourd'hui. Ce qui, avec, on peut l'imaginer, avec davantage de représentation en termes de proportion dans la population, devrait aussi amener des évolutions notables, s'agissant notamment de l'opinion publique par rapport aux questions du vieillissement, mais pas que celle-ci. Et enfin, le troisième constat, c'est qu'au-delà des enjeux quantitatifs, on peut observer que la dynamique qui est à l'œuvre, elle va évoluer dans un contexte mouvant où finalement on devrait constater des inégalités de genre, c'est-à-dire qu'on devrait avoir une population âgée davantage féminisée, puisque les femmes meurent plus tard que les hommes, avec des CSP, des catégories socio-professionnelles plutôt CSP+, puisque la longévité semble plus importante dans les catégories socio-professionnelles supérieures, et par ailleurs, des inégalités en termes de territoire, puisque d'après les prévisions de l'INSEE, on a une hétérogénéité géographique d'un département à l'autre extrêmement variable. Parallèlement, cette nouvelle population devra accueillir de nouvelles générations qui sont potentiellement porteuses de nouveaux comportements, d'une demande de prise en charge différente de celle des générations antérieures. Là, il y a une forme de saut générationnel. Par exemple, s'agissant de la façon dont elles envisagent le fait de se faire aider. Est-ce qu'elles vont se faire plus facilement se faire aider par leurs enfants ou par une aide professionnelle? Et c'est d'ailleurs un aspect que, pour mémoire, auquel je vous renvoie sur les travaux que nous avions menés en 2020 au plan du cercle avec l'étude sur le financement de la perte d'autonomie. Alors, il y a évidemment des effets sous le poids de mutations profondes au plan des familles, avec notamment la multiplication des divorces, le fait que des gens vivent de plus en plus seuls, des nouvelles mobilités géographiques qui vont là aussi interroger la question des proches aidants. Et l'INED note que pour répondre à des évolutions de la demande, de nouvelles techniques et modalités d'aide à l'autonomie se développeront sans doute. Alors, on évoque la robotique, l'aménagement du logement, les nouveaux services, on aura l'occasion d'en parler, mais sans qu'il soit possible aujourd'hui d'en anticiper les répercussions réelles sur le coût des soins. Et la question du coût est une question importante quand on sait par exemple qu'en France, un résident sur deux en EHPAD ne dispose pas des revenus suffisants pour financer ses frais de séjour, c'est ce que nous révèle notamment une étude menée par Fisala en 2016. Donc pour résumer, la transition démographique, c'est donc davantage de personnes, davantage de besoins et d'attentes, et c'est donc une situation inédite que l'humanité finalement n'a jamais connue. On est vraiment dans une sorte d'expérience grandeur nature, et elle est d'autant plus inédite que le plus gros de cette transition, donc entre 2020 et 2050, va s'effectuer dans un contexte de mutation écologique et énergétique, là encore un exercice grandeur nature qui est lui-même inédit puisqu'on ne l'a jamais connu. Merci beaucoup Thierry. Donc, deuxième partie de cette introduction, un éclairage sur la transition écologique, énergétique avec Mathieu Ozano, et je vais partager tout de suite la vidéo qu'il a accepté d'enregistrer. Bonjour à tous, je suis Mathieu Ozano, je dirige le Shift Project, qui est un groupe de réflexion sur la transition énergétique, et mon tâche au Shift de réfléchir à de quoi l'avenir sera fait du point de vue de l'engagement qui a été pris par quasiment l'ensemble de l'humanité de sortir des énergies fossiles d'ici une génération, et de comprendre en même temps ce que cela implique ici et maintenant pour la société et demain, du point de vue de la transformation induite par cet engagement pris, sorte de se passer de pétrole, de gaz naturel et de charbon pratiquement totalement d'ici une génération. Si on ne se préoccupe pas, si on ne se prémunit pas contre les impacts du réchauffement climatique et puis les effets dominos qui peuvent être induits par les impacts physiques directs du réchauffement climatique, les phénomènes de migration, les phénomènes d'effondrement sur un certain nombre de territoires qui seront particulièrement impactés. On sait que tout le bassin méditerranéen, par exemple, est en première ligne par rapport à ces impacts-là. Mais ce n'est pas la seule raison de nous
prémunir contre un avenir qui promet d'être contraint du point de vue de l'accès aux ressources naturelles en général et énergétiques en particulier. Pour nous, il y a deux excellentes raisons de nous organiser et d'anticiper cette sortie des énergies fossiles, qui sera soit anticipée, soit subie. La seconde raison, on en parle beaucoup moins, mais elle est non moins pressante. Elle tient aux limites physiques des ressources énergétiques, et en particulier des ressources en hydrocarbures, et en particulier parmi ces ressources en hydrocarbures, les ressources pétrolières. Ça veut dire que la transition énergétique, la transition bas carbone, elle se produira de gré ou de force. De gré, si on veut éviter, pardon pour le jeu de mots, un monde à plus de 2 degrés Celsius, ou de force, parce que si on ne sort pas, si on ne prend pas le départ de la course pour sauver notre climat, on court le risque, de manière certaine, d'être rattrapé par une espèce de voiture balai qui s'appelle les limites des ressources pétrolières. Si on ne s'organise pas pour sortir des énergies fossiles ici et maintenant, et de manière systématique au cours de la prochaine génération, eh bien, en particulier nous, Européens, qui sommes les premiers importateurs mondiaux d'hydrocarbures, nous courons le risque de subir des contraintes d'approvisionnement, un peu comme un toxicomane qui se retrouve à court de cette drogue, qui est l'abondance énergétique offerte par le pétrole, qui pose des problèmes en aval, c'est le réchauffement climatique, mais qui pose un problème amont, qui est le caractère fini de ces ressources en hydrocarbures. Tout ça veut dire que, au niveau de notre point de vue au Shift Project, on n'a pas une seule contrainte carbone qui a trait au climat, on en a deux. Et que cette double contrainte, à la fois climat et pic pétrolier, une fois que l'on a compris que les ressources en énergie fossile sont ce qu'on avait de plus commode, de plus simple à exploiter sous la main, c'est bien pour ça que le pétrole, le gaz naturel et le charbon se sont autant imposés dans l'économie mondiale. C'est 80% de l'énergie que l'on consomme aujourd'hui dans le monde. Et c'est de ça dont il faut arriver à se passer, de 80% de l'énergie qui font tourner toute l'économie mondiale. Eh bien, ça veut dire qu'il faut se projeter dans un avenir où l'énergie sera moins abondante. Parce que aucune source d'énergie n'est capable de rendre les mêmes services, d'être aussi commode que le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Ce sont des énergies qui ont beaucoup d'inconvénients, mais elles ont un avantage, c'est qu'elles sont faciles à exploiter par rapport au fait de tirer de l'énergie, de l'uranium, ou de tirer de l'énergie diffuse du vent ou du soleil. Vous ne pouvez pas maintenir le même niveau de consommation énergétique que le niveau de consommation énergétique offert par la nature, par les qualités, par les propriétés naturelles des énergies fossiles. Donc ça veut dire que de gré ou de force, il faut se projeter, et je préférerais que ça soit de gré, c'est à ça qu'on travaille au Shift Project, dans un mode de fonctionnement. On parle beaucoup de sobriété aujourd'hui. En fait, de notre point de vue, la sobriété, ça n'est pas demander aux gens qui n'ont pas grand-chose de se serrer la ceinture. En fait, d'abord parce que les premiers qui doivent faire des efforts, s'il y a des efforts de sobriété individuels à faire, ben c'est aux gens qui aujourd'hui émettent 10 à 20 tonnes de CO2 par personne, c'est-à-dire les riches, les gens qui peuvent par exemple prendre des vols long courriers une fois, voire plusieurs fois par année. Ça, c'est déjà un premier niveau, mais surtout, plus fondamentalement, en fait, quand on parle de sobriété au Shift, on parle d'une sobriété non pas de chaque cellule du corps social, chaque individu, mais plus fondamentalement, et de manière plus pertinente, d'une sobriété des organes vitaux, en fait, de la société. Ces organes vitaux, c'est l'industrie, les transports, l'agriculture, mais aussi le système de santé. Qu'est-ce que ça veut dire, un système de santé efficace qui se passe d'énergie? Est-ce que c'est juste avoir des ambulances électriques? Peut-être pas. C'est ce qu'on documente au Shift Project dans le cadre d'un projet qu'on appelle le plan de transformation de l'économie française. Voilà, c'est arriver à comprendre, si on ne veut pas subir cette évolution qui est inexorable du fait des limites des ressources fossiles, eh bien, il faut réfléchir à l'organisation actuelle des organes vitaux de la société.
encore une fois, de l'industrie jusqu'au système de santé, je pense même au système culturel, qui mobilise beaucoup de techniques, beaucoup de technologies aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour jouir sans entrave, sans autre entrave que celle des limites physiques de la planète, jouir de la vie, continuer à faire société, sachant que notre capacité à faire société aujourd'hui est tributaire d'une abondance énergétique qui est vouée à se réduire comme peau de chagrin, degré si on veut éviter le réchauffement climatique, ou de force si on est rattrapé par la limite physique. Les impacts du réchauffement climatique sur le territoire métropolitain français, ils promettent d'être de nature variée et également problématiques. On ne sait pas, par exemple, si on aura la capacité de faire de l'élevage laitier au sud de la Loire, parce qu'on s'attend à avoir des problèmes sur les fourrages, compte tenu de la récurrence de la sécheresse et de la chaleur. Ça, c'est un exemple. On aura un trait de côte qui aura commencé à reculer, alors peut-être pas de manière très significative d'ici à 2050, mais néanmoins, on peut s'attendre à avoir, lors des tempêtes automnales en particulier, des épisodes d'inondation, même si le niveau absolu de la mer n'aura pas augmenté de manière très, très visible. Les tempêtes automnales, en particulier, risquent d'avoir des impacts beaucoup plus dévastateurs qu'aujourd'hui. La récurrence des canicules, la complexité, la difficulté à vivre en ville. On sait qu'il fait beaucoup plus chaud dans les centres-villes du fait de l'omniprésence du béton et de l'asphalte qui emmagasine la chaleur, en particulier l'asphalte. On sait que ça sera plus compliqué et qu'il faut anticiper ça aussi. Vous voyez, je pourrais multiplier les exemples, mais il y a tout un tas de phénomènes contre lesquels on doit se préparer, contre lesquels on doit se prémunir, sachant que le réchauffement climatique est parti pour advenir. Alors, il sera plus ou moins intense, mais même dans le meilleur des cas, on sait que nos infrastructures seront soumises à des stress importants, avec non seulement du réchauffement, mais des évolutions erratiques des régimes de pluie, par exemple, avec des structures qui vont se retrouver. Par exemple, on ne sait pas trop, il y a beaucoup de ponts en France dont les piles sont fondées sur du bois. On ne sait pas trop ce qui se passe si, lors d'épisodes d'étiage de sécheresse particulièrement intenses, qui sont voués à se reproduire, on ne sait pas trop ce qui se passe pour ces piles de ponts. Donc, du coup, pour les ponts eux-mêmes. En fait, on ne fait que commencer à explorer la variété d'impacts très problématiques qu'il peut y avoir sur un grand nombre d'infrastructures vitales, les routes, les ponts, les réseaux de distribution d'énergie, etc., etc. Donc il y a ça. Et il y a aussi des évolutions que nous, on essaye de faire maturer au Shift, qui sont des évolutions d'organisation, du coup, profondes, que je décrivais pour arriver à faire fonctionner nos organes vitaux avec beaucoup moins d'énergie. Ce qui adviendra nécessairement de gré ou de force, si on veut se passer du pétrole ou si le pétrole se passe de nous. Si on va vers une évolution vertueuse, on sait gérer ce risque monumental, historique que constitue la transition énergétique. Il va falloir s'occuper bien les uns des autres. Et il va falloir faire passer ça bien souvent en première priorité devant le business as usual, comme on dit, du fonctionnement de l'économie. Le Shift Project, on s'apprête à publier ce que modestement on a appelé un plan de transformation de l'économie française, où justement on essaie de réfléchir à une réorganisation des organes vitaux de la société. Dans cette réflexion, on ne parle pas d'euros, on ne parle pas de monnaie. En tout cas, on en parle peu et on n'en parle surtout pas en entrée de modèle, comme condition préalable. On parle de tonnes, de trucs et de machins, on parle de joules et surtout on parle de personnes et de compétences et de besoins. Voilà, c'est ça l'économie réelle d'abord. Là-dedans, sans doute que l'argent, et on le voit très bien depuis la crise de 2008 et a fortiori depuis la crise du Covid, l'argent ne semble pas être notre ressource rare la plus critique.
Voilà. Ce qui est notre ressource rare la plus critique, c'est d'abord c'est nous. Et puis, c'est les systèmes techniques matériels dont on a besoin pour vivre en paix. Donc, je pense que quelque part, il y a une évolution immanente qui nous dépasse en fait dans cette transition énergétique profonde, structurelle, qui va nous conduire à peu ou prou dépasser le modèle économique actuel. Pour le meilleur, j'espère. Avant d'entrer dans le cœur du débat et un peu à chaud, j'aimerais avoir votre réaction, comment vous réagissez au constat du Shift Project, et peut-être notamment le fait qu'il appuie sur le fait que la dérive climatique ne constituerait pas la seule raison d'anticiper, puisqu'il y aurait aussi à faire face aux limites physiques des ressources énergétiques, en particulier les ressources en hydrocarbures. Donc, en quoi tout ça vient quelque part percuter vos activités, vos projections, ou bien plus simplement, qu'est-ce qui vous interpelle dans ce que vient de dire Mathieu Ozano? Jean-Christophe Combe, je vous propose d'ouvrir le bal. Merci beaucoup, Édouard. Bonsoir à tous. Écoutez, nous, côté Croix-Rouge, on ne peut que confirmer ce qui a été dit précédemment. Enfin, voilà, on fait le même constat que les crises climatiques, les conséquences de la crise climatique vont être de plus en plus prégnantes. Elles sont déjà là. Qu'elles vont nous pousser à transformer l'ensemble de nos modèles. Et qu'il faut qu'on change complètement nos façons de faire. On a tiré la sonnette d'alarme, nous, depuis très longtemps pour travailler sur l'adaptation au changement climatique, mais également sur l'atténuation. En tant qu'opérateur, en tant qu'acteur, on a aussi un rôle dans cette dynamique-là à jouer. Donc, moi, je rejoins complètement ce qui a été dit. Peut-être soulever aussi le fait que au-delà des limites écologiques, environnementales et physiques qui sont portées par la transition écologique, il y a aussi la question du financement de l'autonomie qui viendra assez rapidement questionner la transformation du modèle, parce que si on dit que notre modèle économique doit complètement changer au regard de sa soutenabilité environnementale et physique, ça va nous poser des questions aussi sur le financement de la solidarité qui quand même aujourd'hui repose quand même beaucoup sur une économie qui, si je comprends bien, dont on constate qu'elle n'est plus adaptée à ces modèles de transition. Merci beaucoup. Laure de la Bretèche, avec votre double casquette Caisse des dépôts et Airpavie, comment vous réagissez à cette introduction? Merci Edouard et bonjour à toutes et tous. Je pense que je retiens la fin de l'intervention de Mathieu Ozano, pour le meilleur j'espère, qui est aussi un positionnement d'humilité. C'est-à-dire que je pense que ce qui est très frappant dans ce qu'il nous a dit, c'est qu'au fond, dans les hypothèses même que le Shift Project remue, examine, la part d'aléas, d'incertitude, d'inconnu est très importante. Et je pense que ça, c'est une chose qui nous pousse tous à l'humilité. C'est-à-dire que la Caisse des dépôts, c'est une grande et vieille maison qui a été fondée précisément pour accompagner les grandes transitions des Français d'une certaine manière et être en backup, même si on n'utilisait pas ce mot au début du 19e siècle, des grands besoins finalement de transformation de la société. C'est bien pour cela qu'elle est fondée. Et pourtant, ça serait absolument arrogant et absurde de penser, face aux défis qu'on a évoqués là très rapidement au travers de cette vidéo, qu'on peut penser tout seul. Et je pense que le plus grand des défis, c'est d'arriver à se mettre ensemble pour imaginer un ou plusieurs mondes. Et le paradoxe, et je pense qu'on l'a bien vécu sur le secteur des personnes âgées, pour faire le lien avec ce qui est l'autre champ de notre débat, c'est qu'au fond, en l'occurrence, c'était chronique d'un changement annoncé. Ça fait 30 ans, plus de 30 ans, qu'on sait que l'enjeu démographique, il est clair, il est imparable. Et pourtant, aujourd'hui, on se trouve au pied du mur. Et donc, il y a eu une incapacité, finalement, à penser autrement, tout de suite, qu'en dispositif et en solution.
Et ça doit nous apprendre aussi que on doit reprendre une forme d'humilité pour penser plus large, pour penser sociétal, pour se laisser surprendre, pour ne pas savoir, pour expérimenter et pour véritablement faire preuve d'adaptation. Donc ça, c'est la deuxième chose que je retiens. La troisième, c'est que ce à quoi nous invite à la fois le cercle ce soir et ce qu'on vient d'entrevoir, c'est qu'on doit impérativement aujourd'hui sortir des silos. C'est-à-dire que pensons par exemple à ce qu'on fait sur le secteur des personnes âgées. On voit bien que en 2003, canicule majeure, aussitôt, qu'est-ce qu'on fait? On organise un plan bleu tout à fait efficace qui a permis effectivement de mieux gérer les sujets de grande chaleur qui sont très nocifs pour les personnes âgées en imposant des salles climatisées dans l'ensemble des EHPAD. La solution, elle était… alors après, on a bougé, c'est devenu les salles rafraîchies, il y a eu une réflexion qui a intégré l'impératif écologique, mais on voit bien que la première réaction-action, c'est finalement de ne pas gérer ces contradictions-là. Et pire, on a ces contradictions-là au cœur même des politiques du grand âge. Si on pense par exemple à une chose toute simple, la société, parce que c'est des contradictions de la société, souhaite cacher la mort et en même temps, aujourd'hui, on se dit que les EHPAD, c'est vraiment pas beau parce que c'est des endroits trop médicalisés. Ou encore, la dépendance est bien vue comme un des risques majeurs et les chiffres que Thierry Calva nous a évoqués le rappellent. Et en même temps, on ne fait rien pour monter une politique de prévention. Donc, on a des contradictions internes au cœur de nos politiques et des contradictions entre ces politiques. Merci beaucoup Laure. On va évoquer les points que vous avez soulevés avec Jean-Christophe Combe là, pendant le débat, mais là, c'est vraiment une réaction à chaud. Merci. Nicolas Mérigot. Oui, merci. Bonjour à tous et merci Edouard. Oui, effectivement, la situation, elle est tout à fait incroyable parce que, on l'a dit, il y a cette révolution démographique, il y a cette révolution sociétale et puis il y a cette révolution énergétique et qui est finalement qui est un phénomène, en fait, l'énergie pas chère, facilement utilisable, transportable, stockable. C'est un phénomène à l'échelle de l'humanité qui est assez court et assez récent, mais néanmoins qui a fondé, qui a rendu possible notre mode de développement et notre mode de consommation. Donc, et on sait que c'est fini, que ça va s'arrêter inéluctablement, ce mode-là va s'arrêter. Donc, bien évidemment, il faut travailler sur des nouvelles solutions, des nouveaux modes de consommation, des nouveaux modes de production, des nouveaux modes de vie également, pour trouver certainement un style de vie beaucoup moins consommateur d'énergie ou d'une autre énergie. Donc, par rapport à ça, c'est vrai que ces constats-là, on les connaît, ils amènent, ils rendent l'équation tout à fait particulière, parce que quand il n'y avait pas d'énergie, il y avait beaucoup de jeunes et beaucoup de bras. Là, ça sera pas beaucoup d'énergie et puis des personnes qu'il faudra assister. Donc, on ne peut pas revenir à des systèmes antérieurs. Donc, il faut effectivement avoir je crois, des actions coordonnées, comme le disait Laure de la Bretèche. Ça, c'est une volonté politique, je crois qu'elle apparaît. Et puis, moi, je suis confiant dans l'intelligence humaine, je suis confiant dans notre capacité à inventer des nouveaux modèles. Je crois que les technologies, l'histoire de l'humanité, c'est aussi l'histoire des technologies qui nous ont aidés, assistés justement à continuer à nous développer et avoir finalement un style de vie de plus en plus facile, de moins en moins dépendant de la nature, grâce à l'utilisation et au développement de ces technologies. Donc, je crois que voilà, il y a des ruptures très très fortes, mais cette grande histoire des technologies qui accompagnent l'homme vont probablement nous permettre de passer ce mouvement millénaire. Merci beaucoup Nicolas Mérigot. Vous êtes confiant, alors c'est une bonne transition avec David Jaiz, qui dans son dernier essai, vous l'avez compris, je n'ai pas fait que le montrer, je l'ai lu également. Donc, dans son dernier essai, David Jaiz, vous restez assez optimiste. Vous évoquez comme nouveau système productif celui de l'économie du bien-être. Mais quelque part, en tout cas, vous me direz si j'ai suffisamment bien lu, vous n'envisagez pas vraiment une forme de sobriété. Du coup, comment vous réagissez, vous, aux propos de Mathieu Ozano ?
Alors, je risque de vous décevoir, cher Édouard, mais je crois que la sobriété sera de toute façon inévitable dans l'équation. Quand on regarde les scénarios qui sont proposés par RTE, le rapport RTE sur les trajectoires énergétiques, on voit bien que l'économie d'énergie minimale qui sera nécessaire pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, c'est 2,5% par an, sachant qu'on n'a fait que 1,1% par an les meilleures années. Et les seules années où on a fait 1,1% par an, c'est quand on avait des prix de l'énergie tellement dissuasifs qu'ils avaient une élasticité négative sur la consommation des ménages. Et quand vous avez une élasticité négative, vous connaissez les conséquences politiques et sociales que ça peut avoir. On l'a vu encore une fois en 2018 avec l'augmentation de la taxe sur la TICPE, enfin de la taxe carbone sur l'essence. Et on a failli le voir ces temps-ci avec la très forte hausse des factures de gaz qui a été un petit peu compensée par le chèque inflation. Mais d'une manière générale, les deux introductions, à la fois sur le vieillissement et sur la transition énergétique, sont intéressantes parce qu'on voit qu'on va devoir faire face à deux défis systémiques qui sont de l'ampleur d'un tsunami. Il y avait ce schéma pendant le Covid où on disait vous n'avez pas vu venir la vague du Covid, alors qu'est-ce que ça va être quand ça va être le tsunami de la transition écologique? On pourrait aussi ajouter le tsunami de ce vieillissement démographique, je préfère parler de révolution de la longévité pour ma part. Et la tentation naturelle, c'est soit de se mettre la tête dans le sable, c'est encore très largement le cas sur le vieillissement, ça l'est beaucoup moins sur la transition énergétique, ou alors, une fois qu'on a pris conscience du problème, c'est à privilégier une approche technocratique où on pense qu'on va résoudre tous les problèmes juste par des incitations fiscales, des questions, de la tuyauterie ou à la rigueur de l'innovation technologique. C'est très patent s'agissant du vieillissement, c'est-à-dire que c'est pas par la création, simplement par la création d'un cinquième risque, c'est pas en ajoutant une ligne au compte de la sécurité sociale qu'on va faire face à ce défi. On est face, pour la transition écologique, à un changement complet de système énergétique. Je rappelle que c'est un défi qui est inédit dans notre histoire, peut-être depuis l'apparition du charbon, puisque en 1945, quand le pétrole se généralise dans nos économies, la couche du gaz et du charbon, elle reste bien présente et à peu près dans les mêmes proportions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le charbon, c'est 25% de la consommation énergétique totale. Le défi de changement de système énergétique, c'est de passer de 80% d'énergie fossile dans le mix énergétique total mondial à zéro en 30 ans ou en 40 ans. Donc c'est absolument sans précédent. Et s'agissant de la révolution de la longévité, on n'est pas simplement sur une question de tuyauterie financière ou d'organisation de la sécurité sociale par quelques technocrates en chambre, mais c'est une révolution dans nos modes de vie, dans notre modèle social, dans les relations entre les personnes au sein d'une société, dans l'urbanisme, dans l'aménagement du territoire. Et puis, j'ai même envie de vous dire, dans le modèle social en général. C'est-à-dire que le financement et le modèle social reposent sur trois acteurs, l'État, le marché et la famille. Depuis 1945, en France, on a fait un choix d'organisation qui fait reposer surtout ce modèle sur l'État. Alors, quand je dis l'État, c'est l'État au sens large, toutes administrations publiques confondues. D'accord, socialisation du financement de la protection sociale. Probablement, la révolution de la longévité va appeler de faire basculer le curseur davantage vers la famille, en tout cas de rééquilibrer entre l'État et la famille. Et ça, c'est des questions qui sont absolument considérables, qu'on ne se pose pas dans leur caractère longitudinal, et surtout qu'on ne se donne pas les moyens d'affronter, parce que nous n'avons pas aujourd'hui l'équipement institutionnel qui nous permettrait de construire une véritable gouvernance des transitions. Donc moi, je suis un petit peu, au risque de vous décevoir, un petit peu moins optimiste que les précédents intervenants, en tout cas sur le plan analytique. Après, politiquement, il faut toujours être confiant et optimiste. Merci David. Mario Baston, pour terminer cette première séquence. Oui, bonjour à tous. Moi, ce que j'en retiens, c'est que sur cette ouverture de séquence, c'est que les défis s'accumulent. On a à la fois le défi du vieillissement de la population, les défis climatiques. On s'aperçoit que les choses ont duré depuis ces dernières années. Et là, on va rencontrer des difficultés, on va rencontrer un mur. Comment est-ce qu'aujourd'hui on y répond? Alors, moi, je resterai aussi, pour ma part, plutôt confiant, à savoir qu'on est aujourd'hui à la croisée des chemins.
Le fait que tous ces défis se cumulent et se croisent, ça permet de réagir de façon un petit peu globale. Si on prend l'exemple du travail qu'on doit réaliser sur les établissements et sur le volet, sur les murs, par exemple, il est important aujourd'hui qu'on arrive à répondre à ce défi climatique avec l'utilisation de nouveaux matériaux, avec l'utilisation de nouvelles techniques, nouvelles technologies. Et tant qu'à faire, autant répondre de façon globale à toutes ces difficultés-là. Alors, après, c'est vrai que ce qu'on ne maîtrise pas, c'est la durée. Souvent, et ce que disait Laure, c'est qu'on répond à ces difficultés, et notamment lorsqu'on a des difficultés sur le volet climatique et concernant les personnes âgées, au coup par coup, parce qu'on répond à l'urgence. On répond à l'urgence aussi parce que socialement, la durée de vie des personnes âgées forcément se réduit. La société veut répondre rapidement et tout est plus court aujourd'hui. On a du mal à se projeter sur du long terme ou du très long terme. Et pourtant, c'est ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. C'est ce qu'on n'a pas réussi à faire hier. Et sur tous ces sujets-là, tant qu'on n'arrivera pas à se dire qu'on travaille pour notre génération, la génération passée, notre génération et la génération future, les jeunes arrivent à le faire sur le volet climatique. C'est plus difficile de travailler dans la société du vieillissement. Et tout ça, peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, mais c'est un vrai sujet. Comment engager, comment entraîner toutes ces personnes-là qui veulent rester citoyennes, mais qui n'arrivent pas à se projeter aussi loin qu'on devrait le faire sur le défi climatique en particulier. Merci Mario. Alors, pour les participants qui nous suivent, vous pouvez poser vos questions via le chat, le Q&A, et on tentera d'y répondre à quelques-unes à la fin. Alors, justement, face à ce double défi, donc répondre aux enjeux du vieillissement et contribuer à faire face à la transition écologique, quelles sont vos priorités, les défis finalement à relever par vos organisations, de votre point de vue? Qu'est-ce que vous apprêtez à mettre en place concrètement? Et voilà, en gros, pour le questionnement général, Jean-Christophe Combe, je vais vous donner à nouveau la parole. Les personnes vulnérables, donc vous vous occupez pas uniquement des grands âgés à la Croix-Rouge, elles risquent évidemment d'être les premières victimes de la dérive climatique, des phénomènes extrêmes, et elles ne sont pas pourtant les premières responsables. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Comment la Croix-Rouge française se prépare-t-elle concrètement face aux catastrophes et aux crises qui vont se multiplier? Bien, merci. Effectivement, Edouard, vous avez raison. Ce sont les personnes vulnérables qui sont le plus souvent les plus exposées, les plus victimes en fait, de ces transformations, des changements climatiques. Je le disais tout à l'heure, enfin, les conséquences sur la santé des changements climatiques sont déjà là. Elles sont importantes, sur les conséquences directes sur la santé physique et mentale, indirectes, liées à la dégradation de notre environnement, de la qualité de l'air, de l'eau, etc., ou encore sur les déterminants socio-économiques des fondamentaux de la santé. Ce qu'il faut aujourd'hui pour nous, c'est que bien on travaille à adapter la société à ces transformations. C'est le rôle de la Croix-Rouge, c'est le rôle du mouvement Croix-Rouge aussi que de travailler à ces questions. On a alerté d'ailleurs, il y a 2 ans, on a organisé une grande conférence internationale sur ces questions. Et donc pour assurer aussi l'éveil des consciences, et l'éveil des consciences aussi auprès des pouvoirs publics, puisqu'il y a encore quelques années, on parlait beaucoup d'atténuation et assez peu finalement d'adaptation, et notamment en santé. Et donc, vraiment, notre objectif aujourd'hui, c'est ça. Et au regard en fait, de cet horizon de crise, de cet enjeu de transformation écologique, environnementale, on a revu de notre côté notre projet associatif et notre stratégie pour travailler autour de la thématique de la résilience, travailler autour de la résilience collective, mais aussi individuelle. On a revu complètement notre stratégie sur trois grands axes. D'abord, un premier pilier de la résilience qui porte sur la prévention et l'éducation, c'est-à-dire que demain,
il faut que nous investissions, nous, acteurs de la santé, sur ces questions de prévention et d'éducation pour réduire les risques liés à cette transition. Qu'on travaille sur un deuxième pilier qui est celui de la protection. Et là, c'est quelque part le métier pour lequel on est le plus connu, la réponse à l'urgence sociale, sanitaire. Et pour ça qu'on puisse continuer à investir fortement sur ces capacités-là. Et puis, le troisième pilier, c'est relever, c'est-à-dire accompagner les personnes à retrouver l'autonomie en développant le lien social. La question du lien social, elle est essentielle si on aborde la question de la résilience. Donc, c'est vraiment revoir complètement notre stratégie au regard de l'impact sociétal qu'on veut avoir dans la société, dans cet environnement-là. Et puis, évidemment, ça concerne aussi la façon dont on exerce nos métiers, c'est-à-dire travailler à diminuer fortement l'impact environnemental de nos activités. Et c'est vrai que pour des acteurs comme nous, ça n'allait pas forcément de soi. C'est 4 ans qu'on travaille à la responsabilité sociétale de notre organisation, en tout cas sur le volet environnemental, de façon très importante, notamment sur l'amélioration de la performance énergétique de nos bâtiments, sur l'optimisation des transports, sur le développement des circuits courts dans l'approvisionnement de nos établissements et de nos structures. Bref, sur tout ce qu'on peut faire pour réduire fortement l'impact environnemental de nos activités. Merci beaucoup. Laure de la Bretèche, toujours avec votre double regard sur cette question des priorités à tenir, celui de la Caisse des dépôts, pour parler peut-être des investissements nécessaires, et toujours en tant que présidente également d'ARPAVI. Oui, alors effectivement, double regard qui va peut-être me faire loucher, parce que parfois c'est un peu pas contradictoire, mais pas double de temps, mais très différent. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, la Caisse, elle se sent totalement embarquée dans son plan stratégique. La transition écologique et la transition démographique sont deux des piliers majeurs, et son implication dans l'ensemble des territoires et son envie aujourd'hui d'être très présente sur les politiques sociales fait que finalement tout ça est vraiment dans un croisement très positif et convergent. Donc, d'une certaine façon, comment ça s'incarne? Nous, on voit trois priorités d'action. Il y en a une, parce que c'est une politique finalement assez socle de la Caisse, c'est comment habiter autrement. On le sent pour les personnes âgées, le défi, et ça a été rappelé par les chiffres que Thierry Calvat nous remettait en mémoire, le défi, c'est de s'occuper de cette tranche qui explose totalement, qui est celle des 75-85 ans. Bien sûr, on va avoir besoin d'EHPAD, mais on va avoir besoin d'autres choses. Il faut imaginer des solutions de logement avec une opportunité géniale, du coup, pour concilier effectivement les approches écologiques et de grand âge, c'est qu'on a vraiment des choses à reconcevoir. Et aujourd'hui, il faut réfléchir à partir, par exemple, de ce qu'on fait, nous, à la Caisse des dépôts, on vient de signer une convention avec la Fondation des Petits Frères et le réseau APA. On s'est lancé dans l'habitat inclusif. Comment penser ces projets pour qu'ils intègrent aussi un certain nombre de critères fondamentaux sur l'habiter autrement, avec une double vision, finalement. Habiter autrement quand on est une personne âgée qui veut choisir comment elle va passer la fin de sa vie et qu'elle est devenue finalement une tranche de population considérable. Et puis à côté de ça, comment faire en sorte pour que cette trace finalement, par la rénovation, par les constructions neuves mais bien pensées, ait un impact sur l'artificialité des sols la moins importante possible, puisse gérer effectivement une frugalité des énergies, etc., etc. Donc là, on sent bien qu'on a, à travers l'habiter autrement, un champ important. On l'incarne d'ailleurs à travers les grands programmes sur lesquels la Caisse est très présente, Petite Ville de demain ou Action Cœur de Ville, où on est vraiment au croisement avec tout un tas d'études qu'on finance pour pousser à la réflexion locale sur les territoires. Donc, comment faire pour développer des services partagés, comment faire pour avoir des projets de logement plus intégrés, reconvertir des friches urbaines. Tout ça, on voit bien qu'on est à la fois sur des sujets qui concernent très directement les enjeux du grand âge et de l'installation durable dans les territoires, et en même temps l'accompagnement de la transition écologique. Le deuxième grand défi pour la Caisse, c'est investir autrement. Ça, c'est la priorité parmi toutes les priorités
chez un acteur qui est un grand acteur financier, encore plus depuis que le groupe s'est élargi au groupe La Poste. Et là-dessus, finalement, la décarbonation des portefeuilles, elle est vraiment en cours, elle est très avancée, avec, pour citer d'ailleurs sur un secteur qui est plus dans mon champ des politiques sociales, les actions que mène l'IRCANTEC, qui est un des régimes de retraite que nous gérons, dont le portefeuille de réserve est assez important, et qui est aujourd'hui sur une ambition très exigeante, en fait, de décarbonation et d'investissement responsable. Donc, on sent qu'on a cette capacité sur l'investissement à jouer. Après, dans un rôle qui est plutôt celui de l'incitation et de l'encouragement, je voudrais citer le fait que la Caisse des dépôts soutient le Club Landois, dans lequel on retrouve un certain nombre de participants d'aujourd'hui, qui est finalement un club qui a été créé à l'initiative du groupe Bayard, qui s'est interrogé sur cette transition démographique. Et donc, il y a une étude récente qui a été commandée à l'IFOP et qui interroge les personnes, alors âgées, je mets des guillemets parce que le senior chez Bayard commence à 45 ans, mais néanmoins, pour essayer de voir comment on se projetait sur l'investissement personnel chez les personnes âgées. Et l'environnement est une préoccupation, mais plus dans le quotidien. La question de l'investissement responsable, elle vient quand même beaucoup plus bas dans la chaîne de valeur, après trier ses déchets, avoir des actions directes, etc. Mais là-dessus, on sent bien qu'on aura aussi un enjeu. C'est-à-dire qu'il va falloir amener ceux qui détiennent l'épargne à structurer différemment leurs investissements. Et enfin, le troisième enjeu peut-être sur lequel la Caisse des dépôts est déjà en départ lancée, c'est comment faire en sorte que l'environnement finalement de cette transition à la fois démographique et écologique soit vertueux. Un exemple, on a un grand enjeu d'attractivité des métiers du grand âge et on a un grand enjeu de rapprochement domicile-travail de ce public qui est peu payé et qui a eu tendance à s'éloigner des centres-bourgs pour aller travailler dans des proximités de plus en plus éloignées où le foncier était moins cher, où l'habitat était possible. Donc aujourd'hui, il y a un programme qui est lancé, on l'a démarré aussi à Bordeaux de manière assez concrète avec CDC Habitat, pour essayer d'avoir des logements accessibles au personnel médical et médico-social qui permettent de gérer finalement cette contradiction où nous avons, par la contrainte de la cherté des loyers, éloigné finalement des gens dont nous avons besoin ô combien aujourd'hui en très grande proximité. Donc voilà un certain nombre d'exemples sur lesquels finalement la Caisse dans son rôle est partie prenante. Et bien sûr, pour Arpavi, on a une réflexion qui accompagne celle-ci, puisqu'on a évidemment un enjeu majeur sur l'attractivité des métiers. Et on sent bien que ces perspectives finalement de développement durable, d'accompagnement des salariés, de sensibilisation des personnes âgées aux gestes de la vie quotidienne, c'est une chose qui compte de plus en plus, mais qui sans doute, sous les contraintes budgétaires qui sont les nôtres, a parfois été mis en second parce que les urgences, comme le rappelait Mario tout à l'heure, elles prennent parfois le pas sur le long terme. Aujourd'hui, je pense que long terme et court terme se rejoignent un peu d'une certaine manière. Merci beaucoup, Laure. On va faire un petit focus sur les EHPAD en termes de priorité. Mario Beston, vous, en tant que foncière du médico-social, vous allez travailler sur de nous. Alors là, je vois Nicolas Mérigot qui apparaît. Bon, Mario Beston, vous allez travailler sur normalement de nombreux projets de réhabilitation d'EHPAD dans les 10 ans à venir. Comment est-ce que vous intégrez, là aussi, comment est-ce que vous allez intégrer ou comptez intégrer la question de la contrainte énergétique? La feuille de route d'Eneal, qui est la foncière médico-sociale du groupe Action Logement, la feuille de route d'Eneal, c'est d'accompagner la restructuration de l'immobilier du secteur médico-social à but non lucratif. L'objectif, ça va être d'aller répondre à des besoins d'établissements médico-sociaux en difficulté du point de vue des murs, de l'immobilier, qui n'ont pas été suffisamment ou pas du tout réhabilités ces dernières années. Souvent, ce sont des établissements qui datent des années 60-70. L'environnement est très hétérogène. Ça peut être géré par ou propriété de petits CCAS, de petites structures, de petites associations, de congrégations, d'offices qui ont ça en portefeuille, qui n'était pas forcément la priorité sur le volet immobilier et qui fait que ces établissements-là sont restés ce qu'ils étaient,
n'ont pas subi la réhabilitation. Alors, c'est bien et c'est pas bien. C'est aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on doit engager sur le volet réhabilitation thermique, par exemple, c'est plutôt pas mal parce que ce qui fait, on a tout à faire. Et la capacité d'Eneal, compte tenu des fonds propres dont elle est dotée, ça va nous permettre de structurer des programmes de travaux lourds, très lourds. Et bien évidemment, le volet thermique, le volet transition écologique va être très important dans nos réhabilitations, dans nos démolitions et reconstructions qu'on va organiser, qu'on va mettre en place. Donc, on va travailler, on va profiter de ce moment-là pour réaliser des travaux importants, des travaux lourds, pour intégrer tout le volet climatique, tout le volet énergétique. On se fait accompagner par des startups spécialisées, on se fait accompagner par le groupe EDF aussi sur un certain nombre de sujets pour nous conseiller. Parce que l'objectif final, il est quoi? Il est de proposer un programme de travaux qui va à la fois nous permettre, nous, d'utiliser toute notre technique, tous nos matériaux, tout ce qu'on connaît aujourd'hui dans l'habitat. Le groupe Action Logement, aujourd'hui, c'est 1 million de logements. Donc, vous imaginez bien que tout ce sujet-là, il est traité par nos filiales locales. Il y a plus de 50 filiales au niveau national. Mais pour Eneal, on va utiliser toutes ces capacités-là pour injecter dans nos programmes de travaux toute cette technologie. On va le faire aussi en travaillant le programme de travaux de façon concrète avec le gestionnaire médico-social qui occupe les lieux, puisque c'est lui qui gère l'établissement. Donc, c'est lui qui va bénéficier de la qualité de la programmation de travaux qu'on va réaliser. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que nous, dans notre façon de travailler, c'est qu'on on va chercher le gestionnaire médico-social, quel qu'il soit, même un petit gestionnaire médico-social qui a que quelques établissements à gérer, ou parfois qu'un seul, et on va l'entraîner avec nous, on va lui faire comprendre tout l'intérêt, tout le bénéfice qu'il va avoir à court, moyen et long terme sur un nouveau bâtiment qui va l'aider à faire des économies d'énergie, qui va l'aider à avoir des espaces beaucoup plus faciles à utiliser, et notamment en période de forte chaleur, qui va l'aider aussi à utiliser les circuits courts pour les produits. Je prends un exemple simple. Si vous aménagez des cuisines, si vous aménagez des surfaces conviviales pour déjeuner et des cuisines qui vont bien et des stockages qui vont bien, vous pouvez utiliser des circuits courts, vous pouvez aller chercher des produits frais à proximité parce que vous avez des espaces de stockage qui vont bien. Ça, c'est des choses assez simples. Mais nous, ce qu'on pense dans notre approche, c'est qu'il faut du concret. Il faut des réponses concrètes et des choses qui se voient assez vite, tout de suite. C'est vrai que dans ce milieu en général du médico-social, notamment à but non lucratif, l'urgence, c'est quoi aujourd'hui? C'est d'être en capacité déjà d'équilibrer économiquement son établissement, c'est d'être en capacité de maintenir les prix de journée qui sont bas, d'avoir de la qualité de service et avec peu de moyens. Donc, le défi climatique, ces sujets-là, la mobilité, les circuits courts, ce n'est pas la priorité, clairement, des gestionnaires médico-sociaux, des petits gestionnaires médico-sociaux qui ont d'autres problèmes à gérer au quotidien. Ils ont à recruter, ils n'ont pas de moyens, il leur manque du personnel, c'est compliqué. Donc, il faut les amener à imaginer qu'assez rapidement, ils vont y gagner. Et s'ils y gagnent, les résidents vont y gagner. Et ce que disait Laure tout à l'heure, effectivement, le court terme qui devient finalement du moyen et du long terme, parce que lorsqu'il y a un gain quotidien, lorsque les personnes âgées qui occupent ces établissements-là vont pouvoir tout de suite voir qu'elles vont occuper d'un établissement qui va leur apporter du bien-être, qui va leur apporter de la facilité lorsque elles vont pouvoir utiliser des produits frais ou un jardin aménagé, de la fraîcheur parce qu'on va planter des arbres sur le site, tout ça, elles vont en bénéficier tout de suite. Donc, c'est comme ça, nous, qu'on voit les choses. On voit les choses sur du très long terme, puisque les investissements sont très lourds. Ce qu'on investit, c'est très lourd. Donc, on investit pour les 30, 40, 50 prochaines années. Mais en espérant, avec le souhait que ça se voit tout de suite et que ce soit tout de suite bénéfique pour les gestionnaires médico-sociaux en place et pour les résidents en place. Merci Mario. Même question, Nicolas Mérigot, avec évidemment cette question sur les actions auxquelles vous pensez pour accompagner la transition
écologique, mais peut-être plus largement, à quoi ressemble aussi, dans un grand groupe comme Korian, l'empreinte sociétale aujourd'hui? Et alors, Comment? Oui. Korian, donc, c'est doté d'une politique RSE il y a plusieurs années. Et juste pour rebondir sur les propos précédents, pour aider à décarboner les portefeuilles des financiers, nous avons même émis une obligation écologique, donc avec des taux de rendement, des pénalités ou des bonus qui sont fixés par rapport à nos KPI environnementaux. Donc, on peut aller jusqu'à la finance, effectivement, environnementale. Sur la partie de l'environnement, c'est très clair que le premier poste sur lequel on s'attaque, c'est la question des bâtiments. Alors, avec deux grandes dimensions, la construction du bâtiment avec des nouveaux matériaux, moins énergivores, donc voilà, moins de ciment, moins de verre, moins d'acier. Il faut aller chercher d'autres solutions. Des solutions, effectivement, voilà, un peu de faire travailler l'imagination des architectes pour ne pas être obligé d'avoir systématiquement des systèmes de climatisation, même à Toulouse, sur une façade ouest, en plein mois d'août. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On plante des arbres dans le jardin, on met des claustras, on imagine, voilà, on a beaucoup de solutions et on peut trouver pas mal de choses. La question alimentaire est déjà très active. Korian, en fait, avait fait le choix il y a plusieurs années de produire sa propre alimentation. Donc, on achète des denrées non transformées, donc en vrac, et on les cuit, on les transforme sur le site, ce qui nous permet d'avoir moins de déchets, moins d'emballage, et on est déjà sur des circuits courts. Et puis là aussi, on peut se montrer exigeant. Voilà, on produit un très grand nombre de repas par an, ce qui nous permet, par cette densification des achats, d'avoir aussi des achats, notamment sur la viande et le poisson, qui sont avec des labels de qualité qui nous assurent que voilà, ces achats-là sont faits avec des producteurs qui ont également maîtrisé leurs contraintes environnementales. Donc, chez Korian, on n'a pas de bœuf de Nouvelle-Zélande et on ne mange pas des cerises au mois de décembre. Voilà, et on fait en revanche travailler les producteurs de fraises des alentours. Voilà. C'est quelque chose là qui est très en place. Au niveau de la responsabilité donc sociétale, je crois que le point clé, c'est l'inclusion. C'est l'inclusion de chacun dans notre société. Donc, l'inclusion des personnes âgées, c'est avant tout leur permettre de continuer à exercer leur libre choix. Alors, il faut encore savoir ce qu'est le libre choix d'une personne dépendante, fragile, comment il s'exprime, comment on le recueille, comment on s'adapte à ce libre choix. Mais c'est vraiment cette volonté de ce qu'on appelle chez nous le positive care, d'aller vraiment toujours vers le libre choix de la personne et de la retenir comme personne en tant que telle et de l'aider à conserver cette dignité. C'est également l'inclusion des aidants, des familles. Et là encore, je crois qu'il faut faire de l'individualisme, et c'est-à-dire qu'il faut donner à chacun la possibilité d'être l'aidant qu'il souhaite être. Vous n'avez pas forcément des gens qui n'en peuvent plus d'avoir des personnes âgées, qui ne peuvent plus voir leurs parents déments, ça existe. Et puis d'autres, au contraire, qui ont besoin de venir tous les jours assister à la toilette de leur ancien conjoint, enfin de leur conjoint. Et ça, c'est une réalité. Donc l'inclusion, c'est aussi tenir compte de la façon dont les aidants veulent continuer à poursuivre leur rôle d'aidant. Le fait de placer quelqu'un dans une institution est une rupture familiale vraiment douloureuse. Et il faut avoir cette écoute. Et puis, dernier point au niveau de l'inclusion, c'est l'inclusion de nos collaborateurs. Et je crois que, quelqu'un l'a dit, hein, c'est un secteur qui a des problèmes d'attractivité. Il faut rendre ce secteur beaucoup plus attractif. Et c'est probablement, là encore, par l'inclusion qu'on y arrive. On a beaucoup travaillé autour de la formation. On aura l'année prochaine 900 apprentis. Alors, avant d'avoir 900 apprentis, il a fallu se battre pour faire sauter un certain nombre de verrous administratifs et financiers pour pouvoir avoir ces apprentis. On a notre propre CFA et je crois que là aussi, c'est une bonne dimension de cette responsabilité sociétale que d'inclure les jeunes en leur donnant un emploi, un cadre de vie, une rémunération et à l'issue un diplôme. Voilà. Donc, en fait, je crois qu'il n'y a pas de solution globale.
Je crois que cette politique RSE, c'est avant tout une ambition permanente de travailler justement à l'amélioration des conditions de vie dans notre société, que ce soit en travaillant l'empreinte carbone de nos activités ou en favorisant l'inclusion avec sa version négative, éviter l'exclusion. Merci Nicolas Mérigot. Avant d'entamer cette dernière partie, David, une dernière partie qui va consister à se demander comment finalement embarquer tout le monde pour accompagner ces transitions. David Jays, vous venez d'écouter des acteurs décideurs du grand âge et en tout cas de l'accompagnement des personnes vulnérables. Selon vous, quelles seraient les priorités qu'ils pourraient se fixer d'une manière générale et également du point de vue des pouvoirs publics? Je n'ai pas du tout la prétention de dire à des décideurs du grand âge qui ont l'air d'avoir déjà bien réfléchi à la question quelles seraient les priorités à engager. J'ai entendu beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Je pense d'une manière générale qu'on va avoir un sujet de gouvernance des transitions, c'est-à-dire les systèmes de décision qui sont les nôtres aujourd'hui ne sont pas du tout taillés pour conduire en profondeur les transitions. Je discutais récemment avec le patron d'un énergéticien français, le plus gros en fait, donc vous devinerez assez facilement duquel il s'agit, et qui disait que en réalité le marché, les entreprises ne pourront pas seules conduire cette transition ou faire face à ces défis parce qu'on est sur des sujets qui impliquent 30 à 50 ans de vision de long terme, on est sur des sujets qui impliquent des milliers de milliards d'euros d'investissement public. Je précise par exemple que pour changer de système énergétique, il faudra investir à peu près 130 000 milliards de dollars. C'est 130 trillions. Hein. Et à l'échelle de la seule Europe, ça représente 30 000 milliards de dollars, donc 30 trillions. Donc, c'est des montants qui sont absolument considérables. Mais dans le même temps, vous voyez bien qu'aujourd'hui, nous avons des États qui sont un peu fatigués, qui sont un peu dans le brouillard, qui ont un peu de difficulté à justement opérer à horizon 30 ou 50 ans et qui ne sont pas capables d'engager des transformations à la fois industrielles, de dégager des innovations technologiques que sont capables de dégager les entreprises. Donc, tout l'enjeu en réalité, c'est pas de dire c'est l'État ou c'est le marché ou c'est tel acteur qui va devoir avoir le leadership sur la transition, c'est plutôt de construire des systèmes de co-construction, de co-décision totalement inédits et d'une puissance vraiment inégalée par rapport à ce qui s'est fait jusqu'à présent. Et donc, ça suppose en réalité de définir un nouveau pacte productif et social entre la puissance publique, la société civile, les entreprises, que nous n'avons pas défini aujourd'hui. Et ce pacte, il implique des efforts des deux côtés. C'est-à-dire que la responsabilité de la puissance publique, c'est de retrouver le goût du long terme, de redevenir cette boussole, ce garant de la stabilité, de la prévisibilité. Par-delà les alternances démocratiques qui sont bien légitimes, il y a des sujets qui nécessitent une forme de stabilité, de constance. Je pense que la transition énergétique ou le vieillissement démographique, ce n'est pas un sujet qui devrait faire l'objet de virevoltes partisanes. C'est un sujet qui nécessite un consensus national très fort. Et en contrepartie, la responsabilité sociétale des entreprises, on parlait beaucoup de RSE, je pense qu'en réalité la RSE est dépassée parce que la RSE c'était un îlot dans une entreprise, ça avait une vocation presque compensatoire, c'est-à-dire qu'on utilisait la RSE pour compenser tout ce qu'on faisait ou qu'on ne faisait pas par ailleurs. Non, demain l'entreprise va être un objet sociétal avec une responsabilité sociétale de bout en bout, c'est-à-dire que tout le bilan tout le PNL sera sociétalisé en quelque sorte. Et donc, il y a une sorte de pacte à redéfinir sur un État qui soit plus dans le long terme, qui soit plus efficace, plus agile, plus capable de discuter avec le secteur privé, et un secteur privé qui, lui, soit complètement traversé par l'interrogation sociétale du haut au bas de bilan en quelque sorte. Et ça suppose une évolution aussi de la finance, puisque la finance est aujourd'hui déterminante, notamment pour les grands groupes qui sont
soit les groupes cotés, soit détenus par des fonds d'investissement, des institutionnels ou des fonds de pension. Et je crois qu'on y va petit à petit sur le changement climatique. En tout cas, la taxonomie, le projet de taxonomie européenne est très intéressant de ce point de vue-là. Mais il faut se dire quand même que si on applique à la lettre le projet de taxonomie tel qu'il est aujourd'hui, hein, ça veut dire qu'en fait, on ne pourra plus investir que dans 1% de ce dans quoi on investit aujourd'hui. Hein, 1% à peu près, 1 à 1,5%. Donc ça donne quand même une idée de l'ampleur des changements et de la nécessité de trouver une gouvernance de ces changements qui soit beaucoup plus ample, fondée sur la codécision. Et puis dans tout ça, évidemment, la place des citoyens est majeure et il va falloir que tout le monde embarque en quelque sorte dans ces transitions. Et on embarque dans une transition si on est capable d'indiquer quel est le modèle sociétal à l'arrivée. Une transition, ce n'est pas juste un processus, parce que si on dit aux gens les 10 ou 20 prochaines années, ça va secouer, attacher vos ceintures, et puis qu'on leur présente rien d'autre, ou pire encore, qu'on leur dit ça va être une vie dégradée, ça va être une décroissance, ça va être une société étiolée, vieillissante, ça ne donne pas envie d'embarquer dans la transition. Donc ça va créer encore plus de résistance, encore plus de difficultés. Il faut au contraire être capable de dessiner un modèle de société positif et de dire, ben voilà, de retourner en quelque sorte l'obstacle, de faire une prise de judo à l'obstacle. C'est pour ça que moi, par exemple, j'aime pas le terme de vieillissement parce que c'est péjoratif, ça donne l'impression d'une espèce de fardeau inexorable qui va comme ça plomber les sociétés occidentales. Mais je préfère parler de révolution de la longévité parce que le vocabulaire, c'est important, c'est l'imaginaire derrière et c'est une toute autre vision du phénomène qui est charriée par ça. Ce n'est pas juste anecdotique. Et c'est pareil pour la transition énergétique. Bien sûr qu'on aura un impératif de sobriété pour revenir à la question du départ. Mais moi, je préfère dire qu'on va faire mieux que de dire qu'on va faire moins. Même si on fera moins aussi, mais ce moins servira à faire du mieux. Et pas juste à faire de la décroissance et à faire du moins pour le plaisir de faire du moins. Et ça, ces questions-là, elles sont fondamentales et il me semble qu'elles ne sont pas vraiment adressées aujourd'hui. Merci beaucoup David. Thierry, est-ce que tu as une question de relance particulière ou une question… Non, le temps tourne. Moi, j'avais quelques questions qui tournaient précisément autour de ce que David Jays a dit. Moi, la question qui éventuellement peut être posée, c'est celle de la question du pas de temps, qui est quand même, il me semble, au cœur finalement des interventions des uns et des autres. C'est comment est-ce qu'à un moment donné, on fait, et je pense que ça sera l'objet de cette troisième partie, mais comment on fait en sorte de mobiliser finalement et d'arriver à trouver des solutions qui soient des solutions réalistes pour demain et acceptables aujourd'hui. Je pense qu'on est dans ce balancement-là. Quand on commence, et on le voyait avec Mario qui évoquait la question précisément des immeubles, enfin des immeubles et des logements et de l'aménagement de bâtiments, qui fait qu'on projette les gens loin et néanmoins on a un bénéfice tout de suite. Et il me semble que dans l'ensemble des choses que vous avez décrites là, on a, à des degrés divers, une forme de bénéfice immédiat qui permet finalement d'amener les gens. Donc voilà, peut-être vous faire réagir là-dessus, ou sinon, parce que l'heure tourne, on peut aborder peut-être de façon plus simple la façon finalement d'embarquer aujourd'hui dans l'aventure là qui se dessine. On a déjà des questions qui ont été posées dans les questions-réponses, mais rassurez. Je voulais rassurer ceux qui avaient posé des questions, ils auront des réponses. C'est l'objet de cette troisième partie sur un peu comment est-ce qu'on embarque de façon relativement simple l'ensemble des personnes pour finalement réussir les priorités que vous avez dessinées. Voilà, comment on mobilise l'ensemble des parties prenantes pour relever ces défis. Il y a aussi la question quid des questions éthiques qui risquent de surgir. Hein. Au fond, est-ce que ces défis ne risquent pas de pousser à des arbitrages, y compris entre les générations? Finalement, sur quoi s'appuyer pour faire en sorte que ce ne soit pas la double peine pour les plus vulnérables? Enfin, on ne va pas se répéter, mais c'est la question de l'entraide, du partage, du lien, de l'engagement. Jean-Christophe Combe. Moi, je vais rebondir sur la fin de la présentation de David Jays.
pense qu'il a bien terminé son propos parce que, en fait, il y a un certain nombre d'écueils qu'il faut, me semble-t-il, éviter si on ne veut pas faire peur à tout le monde et avoir rentrer dans un phénomène je sais pas, de paralysie face à ces enjeux, etc. Je pense qu'il faut aussi positiver et amener un peu d'optimisme dans tout ça, avoir une gouvernance globale qui soit plus adaptée à ces enjeux, certes, mais il ne faut pas que ça dilue la responsabilité de chacun face à ces problématiques. Et je pense que l'enjeu, c'est vraiment que chaque citoyen demain se sente concerné par cette transition et de se dire que tout ce qu'on va pouvoir apporter de positif, d'impact positif dans cette transition, quelle que soit la nature de la structure, son importance, etc., ça va compter et ça va jouer. Et donc, cette gouvernance, quoi qu'il en soit, elle doit être responsabilisante pour chacun et extrêmement inclusive. Par ailleurs, voilà, il y a un sujet, on a beaucoup parlé de frugalité tout à l'heure. De la même façon, moi, j'aime pas trop manier cette terminologie parce qu'effectivement, elle fait peur, elle a une connotation assez péjorative. Et donc, il faut qu'on change de lunettes, comme disait Joanne, j'ai regardé dans la conversation tout à l'heure, mais il faut aussi qu'on prenne soin de rendre quelque part sexy aussi cet engagement et cette transition. Nous, ce qu'on essaye d'amener, c'est de dire que face à cet horizon de crise, cette transition difficile, il y a des solutions. Il faut qu'on s'appuie sur des choses qu'on a vécues aussi. Je pense que cette crise qu'on est en train de traverser, cette crise sanitaire, elle nous a fait toucher du doigt à tous que chacun d'entre nous pouvait être vulnérable face à une pandémie. On l'est tous, quelle que soit notre situation, qu'on sera tous vulnérables sans doute à un moment ou à un autre dans notre vie et que de cette vulnérabilité partagée peut naître quelque chose de positif pour notre société, un élan de solidarité qui fera que demain, on sera en capacité d'être résilient face à cet horizon. Moi, je crois vraiment qu'il faut qu'on cultive et qu'on capitalise en fait sur cette redécouverte collective de la vulnérabilité partagée dont on parle beaucoup entre nous, et notamment lorsqu'on aborde la question du grand âge ou même la question de la perte d'autonomie de façon générale. On y croit, mais aujourd'hui, c'est toute la société qui redécouvre ça et sur lequel, me semble-t-il, on peut construire quelque chose de fort. Et ce que nous, on prône, à la Croix-Rouge notamment, en tant qu'association, c'est la création d'une société de l'engagement, c'est-à-dire de faire de ce sentiment, de cette dynamique qui a été créée avec la crise, une société qui nous permette demain d'être résilients, une société qui montre que ce sera le lien social, que ce sera la solidarité de proximité, que la responsabilité aussi de chacun qui nous permettra de répondre et d'être plus fort dans cette transition. Et donc à nous, association, de transformer l'essai, d'accueillir de nouvelles formes d'engagement, d'en développer d'autres, de former nos citoyens, de porter, on va dire, la bonne parole auprès de la population de façon générale pour demain avoir une population qui soit formée, engagée et prête à répondre à tous ces enjeux posés par la crise ou en tout cas la transition écologique et démographique. Merci beaucoup. Laure de la Bretèche. Merci Edouard. Comment embarquer, puisque c'est ça le sujet principal. Oui, il y a trois sujets qui me viennent. Il y en a un qui émerge aussi un petit peu de la discussion là, dont je regardais le fil tout en écoutant attentivement. Il y a l'urgence. Agnès Audier a raison de dire qu'il va falloir donner un sacré coup de collier pour qu'on arrive à être au niveau des investissements. La Caisse le fait en ayant mis 3,75 milliards en jeu dans son plan de relance pour être au rendez-vous de la cohésion sociale et de ses défis. Mais il est clair qu'on a besoin, alors que tout le monde est jusqu'au cou finalement maintenant dans la transition démographique et sait que la transition écologique et du climat est imparable, on sent qu'il y a encore une petite sous-estimation du sujet. Donc, il y a un sujet de capacité à mobiliser de l'argent pour le faire. Ensuite, il y a un autre sujet qui est celui de la considération de ce que c'est que le grand âge. Personnes âgées, c'est un mot valise, c'est deux mots même, avec des réalités très, très différentes. Il y a ceux qui ont le capital, et
on sait que dans la société française, les plus âgés ont plus de capital que les plus jeunes. Mais en même temps, il y a aussi des retraités, notamment les femmes, qui ont une retraite moyenne à 1 300 €. Donc, on doit vivre avec tout ça. Oui, ils ont le capital, mais en même temps, ils ont peu de ressources. Et ça nous oblige à regarder aussi la complexité finalement de ce sur quoi on veut agir et de savoir dire quels sont les besoins en fonction des capacités de chacun. Une autre chose qui me paraît importante, c'est que même si on peut effectivement habiller de mots très positifs avec une société de la longévité, pourquoi pas, ou tout ce qu'on veut, il y a une réalité qui est évidente, c'est qu'on va plus mourir demain qu'aujourd'hui. Autrement dit, il va y avoir des classes d'âge entières qui vont avoir conscience qu'elles arrivent dans les derniers mois de leur vie, dans les dernières semaines. Il y a des familles qui vont vivre le deuil. Donc, la mort va être beaucoup plus présente dans nos sociétés. Et cette notion de la finitude, pour moi, elle fait partie des très grands enjeux. Parce qu'on l'approche pas si bien que ça, en fait. Chez Arpavi, on a mis en place un certain nombre de formations sur la fin de la vie pour qu'on sache vraiment être dans l'accompagnement à tous les moments. D'autres le font, bien sûr, mais c'est juste pour illustrer. Donc, je crois qu'il y a ce sujet-là. Et puis, il faut se souvenir aussi que, et peut-être que ça peut faire le lien finalement entre nos différents sujets, il y a un sujet qui est celui de la transmission. Une personne âgée, en gros, si on accepte ce mot un peu valise, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses et qui donc a des choses et des expériences à transmettre. Et finalement, nous, on a tendance à les mettre dans la case des problèmes à régler. Il y a pourtant un certain nombre de possibilités pour renouer les fils. Alors chez Arpavi, là encore, on a mis en place un comité des familles et des résidents qui vient s'ajouter finalement à ce qui existe depuis la loi de 2002 avec les comités de la vie sociale, les CVS, dans tous les établissements conseils de la vie sociale, pardon, parce qu'on pense que la personne, sa famille, sa vie, ses problèmes, ses perceptions doivent faire partie complètement de la stratégie et qu'on doit le dire, pas seulement le faire, parce que beaucoup le font bien sûr, mais le dire, l'expliciter, l'installer. Et dans cette transmission, dans l'écoute finalement de cette parole, il y a aussi des illustrations très concrètes. J'étais en début d'après-midi avec Service civique Solidarité Senior. On a signé une convention entre Arpavi et donc ce service civique. Il est pour moi l'incarnation de autour de quoi on tourne, c'est-à-dire finalement une capacité à mobiliser, ce qui ressemble beaucoup quand même à un mouvement de générosité de la jeunesse, une curiosité vers le grand âge et en même temps de mettre les personnes âgées en situation de donner, de se sentir utile, sachant que l'utilité est sans doute la valeur principale sur laquelle l'humain finalement se reconnaît et se définit et s'incarne. Donc je pense que ces sujets-là, ils doivent nous permettre d'engager, d'embarquer. Après, on doit réfléchir de toute façon à toutes les formes de coopération. Aujourd'hui, on est incité, la crise sanitaire a bousculé les modèles là-dessus, à penser différemment nos solutions, dispositifs, en les ouvrant sur la proximité, sur l'environnement, sur le quartier, sur la ville. Je pense que c'est une chance. Il ne faut pas qu'on se rate, il ne faut pas qu'on fasse des projets de dispositifs où juste on coche les cases de ce qu'on nous propose sur des appels à projets X ou Y. Il faut vraiment repenser finalement la place de ces connexions, de ces coopérations. Ça concerne nos établissements aujourd'hui, les établissements à venir, et ça concerne aussi la manière dont on pense finalement l'interrelation entre les personnes âgées et la société, sachant que de toute façon, si on ne le fait pas, à un moment, elles vont aussi le revendiquer parce qu'elles vont être de plus en plus nombreuses. Donc, on va penser avec elles ce qu'on va vivre avec elles. Merci. Nicolas Mérigot. Oui. J'ai une question particulière pour vous. Donc, vous dirigez là, vous êtes directeur général de Corian France, pour la France. Comment est-ce que vous imaginez que les dirigeants de demain, de groupes gestionnaires d'EHPAD, donc en 2050, vont accompagner les personnes âgées fragiles, ou autrement dit, comment les personnes âgées fragiles seront-elles accompagnées? Alors ça, c'est une question terrible, ça. Alors moi-même, en 2050, j'aurai 85 ans. Je serai très probablement atteint de plusieurs pathologies chroniques. Ça fera une dizaine d'années que mon style de vie aura connu des réductions. J'aurai des difficultés probablement peut-être à marcher, à avoir une autonomie. Et à cette époque, le dirigeant de Corian, lui, il sera né au début du XXIe siècle.
Il n'aura connu que le monde digital comme voie de communication. Il aura une culture internationale, il aura vécu partout à l'étranger. Il sera à la fois super individualiste, assez hédoniste, mais également empreint de volonté de justice. La fleur, finalement, une sensibilité assez à fleur de peau. Donc, comment il gérera tout ça? Je pense qu'il aura des valeurs qui seront très éthiques. Je pense qu'il mettra l'éthique et effectivement les valeurs certainement très haut dans sa vie professionnelle. Il sera peut-être un peu moins techos que moi, peut-être plus changeant également, avec des parcours très certainement très variés, des expériences très différentes. Ça sera très particulier parce qu'effectivement, on aura une population où les personnes assistées représentera près de 20% de la population française. Je dis assistée, hein, c'est-à-dire ayant une fragilité et nécessitant un accompagnement dans la vie de tous les jours. Alors, est-ce qu'il se sentira l'esclave de ces personnes âgées que je représenterai, ou est-ce qu'il aura au contraire un plein établissement à s'occuper, ou est-ce que tout simplement le métier de l'accompagnement sera hyper processé et on fera de manière aussi automatisée de l'assistance aux personnes âgées, qu'on fait des hamburgers ou qu'on reçoit des personnes à un desk d'hôtel. Quelle sera la part de l'intelligence artificielle dans notre relation humaine, dans mon expression de ce que je ressens? Est-ce qu'il y aura des capteurs un peu partout qui capteront mes émotions et seront capables de m'envoyer le film qui me va bien sur l'écran pour me soulager, pour me rassurer? Voilà peut-être ce que sera effectivement l'environnement dans lequel on vivra quand j'aurai 85 ans. Bien, merci beaucoup. Il nous reste, on va dépasser de 2-3 minutes, hein, je préfère vous prévenir. Mayo Beston, toujours sur la question de comment embarquer, comment sortir des silos. Justement, sortir des silos, la première chose, la coopération, la coordination avec les acteurs des quartiers, avec les bénévoles, avec les élus locaux, avec le gestionnaire médico-social qui va se coordonner avec le gestionnaire immobilier. Le groupe Action Logement le fait bien sur le volet Action Cœur de Ville, hein, puisqu'on travaille sur des sujets, sur des projets immobiliers en Action Cœur de Ville, on coordonne, on structure tout ça, et c'est justement cette sortie des silos qui va nous permettre d'avancer sur ces sujets-là. Le deuxième, je crois, la deuxième chose, c'est le modèle économique. Comment est-ce qu'on arrive à expliquer tout le bénéfice qu'on peut tirer de ce passage à une meilleure qualité de matériaux, à de meilleures prestations qui vont répondre aux défis climatiques, qui vont répondre au vieillissement, mais qui vont aussi permettre d'améliorer le modèle économique pour le gestionnaire médico-social et, in fine, pour le résident. On sait bien, hein, que les prix de journée sont ce qu'ils sont, que les revenus continueront à être modestes, hein, pour les personnes vieillissantes. Donc ça, c'est extrêmement important de démontrer qu'on est capable à la fois à faire de la qualité, à la fois à répondre aux défis climatiques, à faire d'intervenir sur ces sujets-là, et à la fois d'améliorer le modèle économique. Et ça, on peut le faire lorsqu'on investit fortement sur ces sujets-là. Le troisième point, je crois, c'est l'adhésion. Comment est-ce qu'on fait adhérer tout ce petit monde, hein, et d'abord tout le secteur médico-social, hein, qui, que je le disais tout à l'heure, est complètement est très dispersé, et pour lesquels ce n'est pas forcément une priorité, hein, tout le volet climatique et tout le volet environnemental, et faire adhérer in fine les résidents, hein, et les habitants
qui, eux, voient les choses plutôt sur du court terme. Comment est-ce qu'on peut leur faire, et c'est ce que je disais tout à l'heure, tout de suite bénéficier de la qualité de la prestation pour qu'eux, ils soient dans le mouvement et qu'ils en bénéficient, même si c'est sur une durée assez courte, mais qu'ils puissent se projeter. Et la dernière chose, je crois que c'est assez important, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir proposer quelque chose de réversible. Parce que dans 40, 50 ans, 60 ans, si on se donne à répondre à ce défi climatique, il faut peut-être qu'on se dise que dans 40, 50, 60 ans, l'habitat ne sera pas le même, il va falloir qu'il soit réversible, il va falloir être en capacité à construire des programmes, à utiliser des matériaux qui pourront être réutilisés ou des programmes d'habitat qui pourront être modifiés. Je ne sais pas, moi, dans 60 ans, si on aura besoin d'autant d'EHPAD, je ne crois pas d'ailleurs, je pense qu'on n'aura pas besoin de ce type d'établissement, on aura besoin d'autre chose, d'un autre type d'habitat. Et je crois que l'erreur qu'on ne doit pas faire, c'est de se dire on va construire quelque chose pour les 60, 70 prochaines années sans que ce soit modifiable. Il faut que ce soit réversible tout ça. Et donc ça, il faut qu'on l'imagine et il faut qu'on le propose et qu'on le comprenne comme ça au niveau de la société. Merci Mario. David Jaïs, est-ce que vous l'avez déjà évoqué, mais est-ce que vous voulez revenir encore sur cette question de comment embarquer tout le monde? Je crois que le sujet qui n'a pas été trop évoqué jusqu'à présent et qui pourtant est fondamental, c'est la crise de la démocratie. C'est-à-dire que nous n'avons jamais eu besoin d'autant de puissance publique, de consensus, de décisions partagées. Or, nos institutions démocratiques sont sur le point de rupture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une incapacité totale à prendre en compte le long terme, une incapacité à forger des compromis amples et ambitieux. Vous avez dans le système français un président qui est élu assez mal au premier tour, qui se retrouve presque l'otage de l'extrême droite au second tour. Vous avez des oppositions qui ne pensent qu'à s'opposer. Un quinquennat qui, à mon avis, a été désastreux pour la stabilité et la longévité de nos politiques publiques. Un Parlement qui est quand même très, très affecté aussi, à mon avis, par l'inversion du calendrier et aussi, je le dis, par l'application stricte du non-cumul des mandats qui a abouti en fait à couper complètement les élus de leur territoire d'élection. Donc tout est à réinventer d'une certaine manière et au-delà du système institutionnel et du système politique, il faut qu'on réinvente une forme de démocratie économique et sociale parce que là autour de la table effectivement on a surtout des acteurs associatifs ou économiques qui vont jouer un rôle majeur, on voit bien qu'ils sont les opérateurs en réalité de ces transitions et donc il faut qu'on puisse entre les institutions publiques, les élus, les acteurs économiques, les acteurs associatifs, les territoires, partager d'abord des grands diagnostics, parce qu'aujourd'hui, on a plein de rapports, plein d'éléments très éparpillés qui existent dans le débat public, mais on a du mal à partager des diagnostics très amples et vraiment à se mettre d'accord sur quelques lignes de force relatives à ces diagnostics. Donc, il faut qu'on retrouve cet esprit qui animait, par exemple, Jean Monnet, en 1946 lorsqu'il a lancé les commissions de modernisation, qui étaient des endroits dans lesquels on mettait au vestiaire toutes les inimitiés et les postures idéologiques et on venait juste discuter autour de constats très objectifs qui étaient faits par les équipes de l'INSEE sur la production énergétique, sur l'industrie, sur les infrastructures. Et dans ces commissions-là, il y avait des syndicalistes, des patrons, des chefs d'entreprise, des hommes politiques. Bref, des gens d'obédience très différentes et qui arrivaient à se parler et à construire ensemble des compromis. Donc aujourd'hui, il faut qu'on construise ça. Moi, je propose de transformer le Conseil économique et social en chambre de l'avenir, qui se dédierait vraiment à ces choses-là et à lui donner plus de responsabilités, parce que c'est vraiment un espace dans lequel justement on peut faire dialoguer État, société civile, territoire et puis acteurs économiques, bien sûr, qui sont fondamentaux dans ces transitions. En tout cas, il faut vraiment, il n'y a pas de solution miracle, mais il faut vraiment qu'on engage une réflexion sur la gouvernance de ces transitions. Il y a une note très intéressante qui a été publiée par Pascal Canfin et Thierry Pêche aussi sur la création d'une agence France Transition.
bon, je pense que y a des réflexions à avoir aussi sur l'évolution de la Caisse des dépôts. En tout cas, c'est des choses qui sont absolument fondamentales et on a à peu près une dizaine d'années pour faire pivoter le paquebot en quelque sorte dans le bon sens. Ce qui m'inquiète un petit peu, pour terminer sur une note un peu négative, mais malgré tout, je reste optimiste, mais ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que les sujets dont on discute ce soir, qui pour moi sont vraiment les deux sujets fondamentaux pour notre contrat social, eh ben, ils sont terriblement absents du débat présidentiel. Ils sont terriblement absents de la conversation publique, de la conversation nationale. Et il faut que tous, les uns et les autres ici, nous trouvions les moyens de les faire entrer dans cette conversation nationale, parce que c'est des sujets qui nous concernent tous, qui concernent la vie des Français en réalité. Et ce n'est pas du tout des sujets techno ou déconnectés des préoccupations des gens. Merci David, et c'est ce qu'on essaye de faire à notre humble échelle. Merci beaucoup. Thierry, on va prendre juste une minute pour peut-être une question de relance ou une question dans le Q&A. Moi, je n'ai pas accès au fil de la conversation. Non, juste peut-être dans les questions, on a quelques questions, il y en a une, et je pense qu'on pourra terminer là-dessus, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, qui est une question sur finalement comment est-ce que dans l'ensemble des dispositifs qu'on a pu évoquer, et lors de la Bretèche, à un moment, vous évoquiez le fait que vous aviez été interrogé des personnes de seniors de plus de 45 ans sur leur choix, etc. C'est toute la question de finalement, dans les systèmes qui sont en train de se construire, de l'expérience de l'utilisateur. C'est-à-dire comment est-ce que finalement on arrive dans les solutions qu'on met en place à mieux questionner les utilisateurs, sachant que pour certaines personnes âgées, puisqu'on parle de grand âge, pour certaines, l'idée qu'elles se font de l'avenir est un avenir à 10 ans, tandis que pour d'autres, c'est 5 ans, voire 2. Voilà. Donc on est sur des niveaux finalement assez peu homogènes en termes de population. Et néanmoins, comment est-ce qu'on peut s'assurer que l'ensemble des choses qui sont faites le sont faites aussi pour eux? Qui souhaite répondre à ces questions très rapidement? Qui risque d'ouvrir un webinaire pour 1h30, j'en ai bien conscience, mais… Non, mais je veux bien me lancer. Je pense qu'il y a une partie de la réponse qui doit être très locale finalement. On sent qu'on doit réactiver des choses qui existent, mais qui sont peut-être mises en routine, comme les conseils de la vie sociale dans certaines de nos institutions. Après, il y a la façon, parce qu'on dit trop souvent que finalement les personnes âgées sont les seules qui votent, et donc on fait un peu vite l'amalgame entre finalement, parce que c'est les votants, ils ont la possibilité de s'exprimer, mais la question des besoins, elle n'est pas traitée si bien que ça. Vous avez parfaitement raison. Et la question qui était posée était très juste. Et je pense qu'on a tous finalement un effort à faire pour sortir de l'idée que les meilleurs connaisseurs des solutions dans des secteurs techniques, et c'est le cas finalement comme de la transition écologique, comme de la transition démographique, sont les experts. Et finalement, il faut revenir un peu à l'idée que les meilleurs experts des aspirations de chacun, c'est la personne elle-même. Ça ne veut pas dire qu'on passe sans transition de ces constats qui seront forcément éclatés à des solutions toutes faites. Mais c'est une étape nécessaire et on a besoin d'affiner un peu nos manières de faire. Ça, j'en suis convaincue. Merci Laure. Bien, écoutez, il est 35, donc voilà, le gong nous rappelle à l'ordre. Merci infiniment, David Jaïs, Nicolas Mérigot, Mario Baston, Laure de la Bretèche, Jean-Christophe Combe et Thierry Kelba. Merci infiniment. On va continuer de notre côté à creuser cette question, et bonne soirée à toutes et tous.